Bon, ça confirme ce que je pensais, c'est un chef-d'œuvre. C'est intéressant. Ouais. Ça fait plaisir. Ça vous a plu? Je peux juste savoir qui le voyait pour la première fois sans mobile apparent. Ça fait une grosse proportion, hein. Ouais. Ça fait plaisir de revoir Jean-Louis Trintignant. On l'avait vu ici plus muet dans le grand silence. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire pour commencer? Non, tout à l'heure, il y a une chose qu'on n'a pas dite. C'est vrai que je n'ai pas présenté en détail Vincent, mais grand passeur aussi de cinéma et qui avait fait un très beau documentaire autour de Morricone. Donc là, on va avoir plein de choses à se dire. Moi, je suis vraiment content de revoir le film parce que je trouve qu'il a toujours une grâce, une force. Et c'est un deuxième film et c'est vrai que Labro était très modeste parce que c'était pas un homme de cinéma, mais bon, il brassait déjà dans tout ça, et je trouve que là, le film vraiment a une force. Et... Ah, il y a une maîtrise technique en plus, enfin, il est très intéressant dans ce domaine-là aussi. Hein. Je te laisse commencer. Et oui, je ne sais pas si vous avez des remarques, mais sinon, il y a plein de choses à dire. Envie de savoir quelque chose. Juste alors, le coffret, peut-être, je prends un grand pense-bête, parce que je voulais en parler tout à l'heure. Parce que l'objet de ce ciné-club, c'est de rendre hommage à Morricone, et c'est vrai que cette BO était vraiment dur à trouver pendant très longtemps. Et elle est à l'intérieur du deuxième coffret qu'a préparé Stéphane Le Rouge, qui vient de sortir il y a 2 jours. Et le hasard fait que les prochains rendez-vous sont à l'intérieur de ce coffret. C'est vraiment un hasard. Et cette BO, elle est vraiment magnifique. Moi, il ne faut pas s'asseoir à côté de moi quand je viens voir West Side Story ou une séance de Morricone, parce que je tape du pied. Alors, le fait d'avoir réentendu cette musique, là, ça m'a fait penser tout de suite à quelque chose, là, tout à l'heure, parce que moi, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Ennio Morricone à plusieurs reprises, 3 fois longuement, dont une fois pour le film dont tu parlais, que j'avais appelé tu peux nous redire le titre exact? Maestro Morricone, il était une fois la France. Alors chez moi, il n'est pas dur à trouver, mais les droits sont tombés. C'était pour Ciné Plus, oui, les droits sont tombés, et puis bon, peut-être ça vaudrait le coup même que je le remonte, et parce que beaucoup des gens qui témoignent dans le film, aujourd'hui sont disparus. C'est le cas de Francis Giraud, c'est le cas de José Giovanni, de Georges Laudner, de Jacques Deray. On a bien fait de les tourner à ce moment-là, en tout cas. Et donc je m'étais entretenu très longuement avec Ennio Morricone à ce moment-là, parce que j'étais très intéressé, assez fasciné par les 10 bonnes années de ce qu'on appelle sa période française. Les films qu'il a fait pour la France, je voulais essayer d'en savoir plus, savoir comment ça avait commencé, pourquoi ça s'était terminé. Et alors, sans mobile apparent, c'est très intéressant parce que tout vient de Jacques-Éric Strauss, le producteur. Au départ, celui qui est fan d'Ennio Morricone et qui est un ami de Sergio Leone, c'est Henri Verneuil. Et bien avant Le Clan des Siciliens, 2-3 ans avant Le Clan des Siciliens, Henri Verneuil va aux États-Unis pour faire un film qui s'appelle La Bataille de San Sebastian, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Anthony Quinn et Charles Bronson. Et comme c'était une grosse production de la MGM américaine, c'était pas un western, mais c'était quand même un grand film d'aventure, Verneuil voulait le musicien de Sergio Leone. Il voulait pas spécialement Ennio Morricone, il voulait le musicien de la trilogie du dollar, etc. Je crois qu'il était une fois dans l'Ouest, c'était même pas fait encore. Et Ennio Morricone, comme tous les bons Romains, ne sortent pas de chez eux. Ils veulent pas sortir d'Italie, mais ils veulent à peine sortir de Rome. Hein. Donc l'emmener aux États-Unis, ça a été un combat, mais un vrai combat de Henri Verneuil qui a finalement réussi, et ça a été le premier contact. Donc, en fait, on croit toujours que le premier film américain d'Ennio Morricone, c'est par les Américains, mais non, c'est Henri Verneuil qui l'a emmené le premier en Amérique pour faire ce premier film. Ils se sont très très bien entendus. Et à la suite de ça, Verneuil rentre en France et il prépare Le Clan des Siciliens avec Delon, Gabin, Ventura, et qui est une production Jacques-Éric Strauss. Et à ce moment-là,
Le Clan des Siciliens est un succès absolument colossal, encore une grande entente entre Morricone et Henri Verneuil, produit donc par Jared Eric Strauss, qui en dehors de ses grosses productions donnait souvent sa chance à de jeunes metteurs en scène, comme il l'a fait pour Jean-Louis Trintignant, qui a fait ses débuts de metteur en scène avec lui, et Philippe Labro. Donc ils sont en train de préparer 100 mobiles apparents, et il était question de choisir un musicien. Et comme Labro à l'époque était très sous la coupe de Jean-Pierre Melville, qui était son mentor, qui était vraiment son père spirituel, son maître à penser, à ce moment-là déjà Melville voulait l'emmener vers Michel Colombier. Et en discutant, qui était son compositeur de ce moment-là. Voilà. Et là, Jacques-Éric Strauss lui dit, mais ça vous tenterait pas, Philippe, Ennio Morricone, pour un film quand même du sud de la France, on est proche de l'Italie. Ah bah si, Ennio Morricone, oui, mais enfin, il fait quand même... moi je le connais, on a travaillé sur le Clan des Siciliens, on peut lui demander. Ils lui ont envoyé le scénario, il a été intéressé, il est venu et il a finalement donné son accord. Donc ça c'est le début de l'histoire finalement. Mais ça a été un petit peu la même histoire pour le trio infernal de Francis Giraud. Ça s'est fait entre guillemets par amitié, par copinage, quoi, par réseau. Et après, pourquoi tout d'un coup, à partir de ce moment-là, Morricone a beaucoup travaillé en France? C'est parce que là, il s'est passé une chose étonnante. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Le Casse, le film de Verneuil, à Athènes, à un moment donné, ils vont dans une boîte un peu illicite, où il y a une sorte de revue très érotique, avec une scène qui tourne. Vous vous souvenez de ça? Et parce que si jamais la police arrive, il y a quelqu'un qui appuie sur un bouton, ça fait tourner la scène, et il y a un balai un peu ringard, et dès qu'il est parti, ou qu'on s'est trompé sur l'identité de la personne qui arrive, on remet le balai érotique. Et la personne qu'on voit d'ailleurs dans le film en train d'appuyer sur les boutons et qui est le DJ, c'est quelqu'un qui s'appelle Georges Marie. Et Georges Marie, à cette époque-là, travaillait dans la musique. Il était éditeur et Henri Verneuil l'avait chargé de régler des histoires de musique pour Le Casse. Et là, il fait la connaissance d'Ennio Morricone. Il devient un des assistants privilégiés de Sergio Leone. Il va en Italie et là, il découvre une société dont vous avez vu le nom là au générique tout à l'heure. Sous le nom d'Ennio Morricone, il y avait marqué General Music Édition. Et en fait, cette société, la General Music, c'est une société qui a plusieurs associés. 1, Ennio Morricone. 2, Sergio Leone. 3, Piero Piccioni. 4, Nino Rota. Et 5, Luis Bacalov, qui était un des orchestrateurs favoris de tout ce petit monde, un musicien d'origine argentine, mais enfin un formidable compositeur. Et Georges Marie, français, découvre cette General Music italienne, et là, il se dit, après le succès et de ce film de 100 mobiles et du Clan des Siciliens, pourquoi la General Music n'a pas eu des prolongements dans le reste du monde? Et comme il y a une complicité formidable entre Georges et Sergio Leone, eh bien, il dit, écoutez, moi, si vous voulez, je vais être votre représentant en France, et je vais créer GMF, Général Musique France. Alors, beaucoup de gens pensaient que Général Musique, ça voulait dire Georges Marie, mais non, ça veut dire Général Musique France. Et il est devenu ce qui manquait finalement à Ennio Morricone, qui ne sortait pas de sa ville de Rome et de son Italie natale. Il lui manquait un ambassadeur, en fait. Et c'est Georges Marie qui est devenu l'ambassadeur de Morricone et de Luis Bacalov aussi, pour la France et pour une partie de l'Europe. Et c'est pour ça, c'est vraiment grâce à lui, grâce à Georges Marie, que le professionnel est né. D'ailleurs, c'est Georges Marie qui a trouvé le thème du professionnel dans le film Madeleine, en allant écouter des bandes là-bas dans les archives de la General Music. Et c'est pour ça qu'il y a eu le Marginal, et c'est pour ça qu'il y a eu la Cage aux Folles. Bon, ça c'est une copro italienne, c'était un petit peu différent. Mais voilà, il est devenu, et il a présenté, il a amené Yves Boisset pour l'attentat, pour Espion Lève-toi, etc. Il a amené, si vous voulez, les réalisateurs français à Ennio Morricone, parce que lui ne se déplaçait toujours pas.
les réalisateurs allaient à Rome, présenter leur scénario, assister à l'enregistrement, tout se passait là-bas. Mais avant, personne ne le faisait. Et c'est vraiment Georges Marly qui a fait qu'on a pu avoir des partitions formidables dans le cinéma français pendant plus de 10 ans, en allant à lui, en allant le chercher. Voilà comment, grâce à qui ça s'est passé. Merci, parce que ça, je ne savais pas du tout en fait toute cette filiation. Il y a un truc aussi alors qu'on n'imagine pas, et que Labro raconte aussi dans sa rencontre avec Morricone, c'est qu'en plus, donc, il ne parlait pas du tout anglais, donc il se faisait toujours tout traduire. Ce qui était un peu compliqué justement dans ses collaborations outre italiennes. Donc il y a eu beaucoup de témoignages comme ça d'autres réalisateurs américains, même de Palma au tout début. Mais il ne parlait pas français non plus, Morricone. Enfin, c'est ce qu'il disait. Mais alors l'histoire de la langue, c'est vraiment la fierté romaine. Le fait de ne pas vouloir partir, le fait de ne pas vouloir aller à l'étranger, et le fait de ne pas vouloir parler. C'est-à-dire que Ennio Morricone, si on veut lui parler, il faut parler sa langue, tout simplement, ou se faire traduire, en effet. Et moi, je me souviens très bien que lors de ma première interview, en plus on filmait, c'était pour le documentaire, j'avais 25 minutes avec lui. Et toi, tu parlais... Et parlo un poco perché ho studiato nella scuola ma fa lontano. Donc voilà, je baragouine comme ça, c'est-à-dire qu'en fait je le comprends, mais je le parle très mal. Et je m'étais dit, bon Dieu, j'ai 20 minutes avec lui, s'il faut à chaque fois qu'on traduise tout, il va me rester 7-8 minutes utilisables. Alors j'avais préparé mon coup, c'est-à-dire que j'avais fait traduire par une Italienne mes questions, et comme je comprends assez bien l'italien, je ne faisais pas traduire les réponses. Ce qui fait que ça m'avait permis d'avoir beaucoup plus de temps avec lui. Mais en effet, si on voulait avoir Ennio Morricone, il fallait aller le voir, il fallait aller le convaincre chez lui, et puis parler sa langue. C'est vraiment cette fierté italienne, et puis c'était aussi le fait de « vous me voulez », c'était assez présomptueux quand même, mais vous me voulez, venez me chercher, on verra, je déciderai, mais le fait est que c'était quand même très souvent oui, très souvent oui. Il y en a un qui s'est bagarré aussi, c'est Stéphane Leroux, justement, pour le convaincre de constituer un premier coffret, de le rencontrer, de faire des interviews qui nourrissent aussi les livrets. Il y a très vite eu l'idée d'un deuxième coffret, Morricone était encore vivant. Après, c'est vrai qu'il s'est beaucoup rattrapé parce qu'il a beaucoup tourné, il a beaucoup joué ses morceaux à travers le monde, même si, en effet, tout se passait à Rome, entre son appartement... Oui, avec toujours les mêmes musiciens, toujours la même équipe, le preneur de son, Là, le siffleur, c'est celui qui déjà siffle chez Léon, Alessandroni, ouais, c'est ça. Et alors, tous les gens dont tu parles, là, ces musiques de films, on les retrouve dans ces deux coffrets-là. Juste aussi, ce qui est marrant, c'est que une de ses dernières compositions pour le cinéma, c'est avec aussi un Français, parce qu'on parle beaucoup de Tarantino, et Lily Salopard, qui lui a permis enfin d'obtenir un Oscar. Et juste avant, il a composé avec Christian Carion. Et d'ailleurs, j'essaierai moi de venir le jour où il va venir, parce que c'est en mars, oui, il va falloir qu'il explique comment il y est allé, parce qu'il voulait plus faire beaucoup de cinéma, il composait beaucoup moins, et plus du tout pour la France depuis des années. D'après ce que j'ai lu, il est vraiment allé le chercher, il a beaucoup œuvré, insisté pour le convaincre, et j'ai hâte de l'entendre raconter ce qu'il aura raconté dans ce domaine. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Est-ce que vous avez des questions? On a plein de choses à se dire. Mais c'est bien si ça vient de vous. C'est vrai qu'il y a plein de choses en revoyant le film, c'est-à-dire le casting, cette ambiance, ce montage, ces comédiens. Il ne faut pas oublier que Dominique Sanda et Jean-Louis Trintignant viennent juste de finir Le Conformiste, autre très grand film de l'histoire du cinéma. Il y a plein de comédiens comme ça qui naviguent, qu'on va retrouver aussi, parce que Philippe Labro, c'est son deuxième film, il a continué de tourner. Juste après, il va faire L'Héritier ou L'Alpagueur. Carla Gravina qui fait Jocelyne, qui est dans L'Héritier. Et dans L'Héritier, voilà, en face de Belmondo. Et là, on voit Jean-Pierre Mariel, l'un des meilleurs amis de Belmondo, avec Laurent Antonelli,
fille qui était la petite amie de Belmondo juste à ce moment-là. Enfin, il est marié de l'an 2. Oui, exactement. Il y a une famille, hein, il y a quelque chose. Étienne, tu m'as pas dit... Où est-ce qu'il est, Étienne Dabré? Ah, t'es là, Étienne. Tu m'as pas dit que tu voulais poser une question tout à l'heure? Attends, oui, avec un micro, ça va être mieux. C'est une quinzaine d'années, je ne vais pas parler trop fort, sinon ça va vous casser les oreilles. Pardon, c'était de te demander pourquoi il s'achève assez brutalement vers 1985. La période française. Parce qu'elle est assez dense, hein, il fait plusieurs films par an, et il y a tout ce que tu as énuméré, il y a tous ces mythiques films, Belmondo, Verneuil, et puis quelques autres, et soudain ça s'arrête brutalement. Alors, effectivement, oui, ça s'arrête très brutalement, vraiment d'une année sur l'autre. Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y en a un qui fait que l'Amérique commence vraiment à découvrir Ennio Morricone à ce moment-là, à travers différents travaux, et commence à lui demander des choses. Ça lui prend du temps. Et même s'il a montré que certaines années, il pouvait arriver à faire entre 10 et 14 films par an, pas toujours tout seul, hein, aidé, il a une équipe, mais quand même une faculté de travail et une productivité incroyable. Il y a un moment donné où on ne peut pas travailler chez soi, en France, en Amérique, etc. Et puis l'Amérique, c'est tentant quand même si les Américains viennent à lui. C'est toujours pas lui qui y va, hein, mais ça se passe quand même comme ça. Donc ça, c'est un premier aspect. Il y a un surcroît de travail. Alors, il y a une deuxième chose qui a été un premier petit divorce, c'est la musique du professionnel. Parce que, donc, comme vous le savez peut-être, la musique du professionnel n'est pas la musique du professionnel. C'est-à-dire que le thème Kimaï est une musique qui avait été composée bien avant, plus de 10 ans avant, pour un petit film, une coproduction italo-polonaise, hein, je crois, avec un réalisateur au nom imprononçable. Kavalerovitch. Voilà, bravo. Et donc imprononçable pour moi, mais pas pour toi. Et cette musique-là, c'est Georges Marie qui l'a entendue dans les bandes de la Générale Musique, qui s'est dit, avec ce thème, on va faire un truc incroyable. Et c'est devenu le générique d'une série en Grande-Bretagne, c'est devenu un 45 tours que Jean-Paul Belmondo, René Château et tout ça ont écouté. Et quand il a fallu faire la musique du professionnel, Ennio Morricone a fait une musique complète pour le film, que Georges Lautner est allé voir là-bas, l'enregistrement à Rome et tout ça. Mais ils avaient fait, comme quoi les musiques temporaires, c'est toujours très, très ennuyeux et c'est un vrai piège. Le premier montage du professionnel, c'était fait avec Kimaï. Et il faut dire qu'il y a une adéquation quand même entre le personnage de Belmondo dans le film et ce Kimaï qui est très forte, quoi, très très forte. Et tout le monde s'était tellement habitué à cette musique que quand Georges Lautner est rentré de Rome avec la musique du professionnel, la vraie, quoi, et ben tout le monde a dit c'est beau, mais c'est vachement moins bien. Alors ils ont organisé 2 projections, une projection avec la musique du professionnel, une projection avec Kimaï, et incontestablement tout le monde a dit bon ben l'autre musique on n'en veut plus, on va mettre Kimaï partout sur le film. Et Ennio Morricone a été très vexé. Très très vexé de ça. Imaginez, vous êtes compositeur, on va chercher un vieux morceau inconnu dans vos archives qui va devenir la musique d'un très gros film avec la grande vedette française. Vous écrivez 40 minutes de musique dont personne ne veut. Donc il a été hyper vexé. C'est la raison pour laquelle Kimaï, pendant des années, il ne fallait pas lui en parler, hein. Il réfutait ce morceau, il le jouait pas en concert. Et il était très fâché après Générale Musique France, en pensant qu'il s'est même un peu fâché avec Georges Lautner. Enfin, il était très susceptible. Et voilà. Donc ça a été un deuxième élément qui a fait qu'il y a eu un petit éloignement. Pourtant, il y a quand même eu le Ruffian, il y a eu le Marginal avec Deray. Bon, ça continuait quand même. Mais alors, ce que j'ai su avec certitude, ce qui a cassé la chose, l'histoire avec la France du jour au lendemain, eh bien, c'est ni plus ni moins que la mort de Sergio Leone. Comme m'a dit Georges Marie très précisément, toute cette société, Générale Musique Italie et la France, tout tenait par le grand patron qui était quand même Sergio Leone. C'est lui qui faisait marcher toutes les amitiés, qui était la base de tous les réseaux. Et à la mort de Sergio Leone, il y a eu des problèmes de division dans la société,
Et puis l'antenne française n'a pas résisté au chant des sirènes américaines. Et là, tout d'un coup, je vais poser la question à Ennio Morricone. Alors lui officiellement dit « Je n'avais plus assez de temps et c'est vrai que j'ai abandonné la France ». Mais en fait, il n'a rien fait pour garder le marché français. Parce que même quand après Belmondo, qui était un ami à lui, c'était des succès énormes à chaque fois, lui ont demandé des musiques, il y avait fin de non-recevoir, hein. Ça marchait plus. Et tout d'un coup, ça s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus l'entremetteur. Et du coup, l'antenne française ne faisait plus le poids par rapport à l'Amérique. Et puis, il n'y avait plus d'envie. Et puis, il n'y avait plus de contact. Il n'y avait plus l'intermédiaire. Donc vraiment, on a bien fait d'en profiter pendant ces 10 années, parce qu'il nous a quand même donné des partitions magnifiques. Enfin, la musique de La Banquière, c'est quand même super splendide. Il y a eu de très très beaux moments, et il y a eu 10 ans de magie qui ont fait que voilà, Sergio Leone a fait le truc, Georges Marie a fait le reste, ça fonctionnait. Tout d'un coup, la mort de l'un, et ça a cassé complètement. Après, c'est vrai qu'il y a une grande période, un peu comme Trintignant, qui était très France-Italie, pareil pour Morricone. Et puis d'un seul coup, après, dans les années 80, l'Amérique beaucoup plus pour Morricone. Oui, après, c'est Brian De Palma qui sont... Mission, voilà. Oui. Ça, évidemment, il y avait déjà eu un très beau flirt avec Les Moissons du Ciel, avec Terrence Malick, avec une première nomination à l'Oscar. Alors, je te coupe. Normalement, ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est en avril ou en mai qu'on fera Les Moissons du Ciel. Ah, ça c'est bien. Ouais. Le voir ici, ça va être... Parce que pareil, les gens n'ont pas en tête que c'est une musique de Morricone. On pense tous au thème qui fait maintenant la montée des marches de Cannes. oui, c'est vrai. Alors, pour finir, parce que je ne vais pas non plus parler pendant des heures, enfin, moi je suis bien, hein, mais je ne sais pas vous, mais comme on n'a pas tous eu la chance de rencontrer Ennio Morricone quand même. Enfin, moi j'ai considéré ça comme un privilège. La dernière fois que je l'ai vu, en plus c'était chez lui, dans son appartement à Rome. On est allé avec les représentants de l'UCMF, l'Union des compositeurs de musique de film, et il a vu, parce que il n'avait pas que de l'oreille, hein, il voyait, c'était vraiment un renard. Et il m'a dit, mais vraiment, Vincenzo, vous avez l'air de bien connaître ma musique. Je lui dis, oh là, je connais pas tout, hein, j'ai que 90 albums vinyles de vous, c'est même pas un tiers, je pense, de ce qui existe. Et il me dit, mais quand même, vous connaissez bien, pourquoi? Et donc, il m'a fait lui raconter comment je l'avais découvert. Alors, je peux vous le dire en 2 mots, si ça vous intéresse. Moi, j'avais 11 ans, j'habitais dans une petite ville de Charente, il y avait un cinéma, une seule salle, et en 1975, je tombe sur Peur sur la ville. Donc, je vais voir Peur sur la ville de Verneuil avec notre grand Jean-Paul Belmondo. Et je vais voir ce film. 11 ans, c'est un peu jeune quand même, parce que c'est un polar qui est un peu angoissant, hein, quand même. Un méchant qui est... le méchant Minos, avec son œil de verre, quand même. Et pas loin de cette ambiance aussi. Oui, mais il y a un peu de ça, hein, dans le cinéma français de ces années-là. Et je vais voir ce film, donc tout jeune, le dernier Belmondo, très bien. Et vous l'avez tous vu, hein, de toute façon, je suppose. Donc vous vous souvenez que dès la première seconde du film, ce thème qui devient très vite dissonant, très vite glaçant. Et alors, à 11 ans, on n'analyse pas les choses aussi nettement, mais je me souviens très bien que j'ai ressenti évidemment le malaise qu'on a tous ressenti avec la dissonance de cette musique, alors qu'on voyait Paris la nuit, ces plans de générique de début, ils ne nous disaient rien sur le film. Et après, moi, j'ai réalisé que finalement, celui qui était en train de nous dire quel film on allait voir, dans ces premières secondes-là, c'était lui. Avec toutes ces dissonances qui mettaient mal à l'aise. Lui, avant même le metteur en scène et le dialoguiste Francis Weber, était en train de nous dire que c'est un film qui risquait d'être un peu rugueux quand même. Et qui allait... c'était pas une comédie policière avec Belmondo. Je me souviens, je me dis, mais la musique, ça peut nous raconter quelque chose que l'image ne nous dit pas. Et j'avais trouvé ça très frappant
dans le générique de Peur sur la ville. Alors je lui raconte ça avait l'air de le toucher un peu. Il dit oui, parce que c'est ça mon travail, c'est parler à l'inconscient du spectateur, c'est dire des choses qui ne sont pas dans les dialogues, qui ne sont pas forcément sur les visages des acteurs. Il dit c'est ça mon métier de musicien. Et alors il me dit un truc, j'ai toujours retenu cette phrase, parce que je lui dis, vos musiques elles sont souvent dissonantes. Il y a une belle mélodie, ça semble très doux, et là il m'interrompt, il me dit, en effet, ma musique, ça commence toujours comme une caresse, après ça devient dissonant parce que j'aime imaginer que le spectateur va mettre sa main sur du papier de verre. Je dis, eh oui, on vous caresse d'un côté et de l'autre côté vous vous râpez la main avec ces dissonances volontaires. Et je trouvais ça formidable d'avoir cette envie, cette stratégie, cette façon de composer en n'épargnant pas le spectateur et en étant quand même un des 10 à avoir fait quelques-unes des plus belles mélodies du monde. Donc à son contact, c'était absolument passionnant de comprendre comment on pouvait écrire pour l'image et comment lui faisait timidement, humblement, tout en étant quand même parfaitement conscient de qui il était et de l'envergure extraordinaire qu'il représentait. Un personnage vraiment formidable. Vraiment formidable. Dans ton émission Pop Ciné sur RTL, tu as refait un petit sujet avec Philippe Labro. Tu as interrogé parce que la séance avait lieu aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous moi j'ai relu et entendu aussi cette émission, nous raconter comment s'est passée la rencontre entre les deux. Philippe Labro a une très belle anecdote sur leur première fois ensemble. Alors il y a évidemment Jacques-Éric Strauss, Georges Marine n'existait pas encore à ce stade, donc c'est Jacques-Éric Strauss qui fait l'intermédiaire. Donc j'entends, j'ai encore dans l'oreille Philippe Labro qui dit « J'allais évidemment pas refuser de travailler avec Ennio Morricone, qui, lui, grand cinéphile, Philippe, dont il connaissait certaines des partitions. » Et alors, ils se sont rencontrés, il est allé à Rome, bien sûr, présenter le scénario, et puis j'ai oublié de vous dire, il faut y aller avant 19h. Parce que comme Ennio Morricone se lève vers 4-5 heures du matin pour commencer à écrire, il s'endort à 19h. Donc souvent, il piquait du nez à 19h, 19h30 pendant que les réalisateurs leur expliquaient son film. Et Yves Boisset, ça lui est arrivé pour Espion Lève-toi, et hop, je ne savais plus quoi dire, quoi faire, s'il fallait intervenir. J'avais peur de le réveiller parce qu'il s'était endormi. Donc Philippe Labro va faire ça, et à un moment donné, il se voit au studio de Boulogne. Au studio de Boulogne-Billancourt, il avait le scénario, il avait commencé à faire des ébauches, et il venait présenter 2-3 maquettes lors d'un voyage à Paris, je ne sais plus quel film il assistait à l'avant-première d'un film. Et comme Philippe a des petites notions de solfège, il se met au piano et Morricone joue déjà un thème qu'il a en tête pour accompagner le film. Voilà, c'est ça. Et Philippe Labro prenait des notes, il trace une petite partition et il essaie de reconstituer les notes de ce qu'il entend que le maestro lui joue au piano. Et Morricone lui arrache son carnet et lui dit mais c'est vous qui avez écrit ça, mais vous faites de la musique? Non, juste un petit peu de solfège comme ça. Et là Morricone lui dit alors vous et moi on va pouvoir s'entendre, on a au moins une partie de notre langage en commun. Et donc, cette volonté-là chez lui toujours de trouver un dialogue et de ne pas être simplement au service, enfin, qu'il y ait un vrai échange avec... c'est ça, connaître le metteur en scène, avoir un contact avec le metteur en scène. D'ailleurs, il a dit qu'il avait refusé des films extrêmement importants parfois parce que le metteur en scène ne lui plaisait pas, et parfois il avait vraiment fait des musiques pour des films pas intéressants du tout, mais parce que le metteur en scène lui plaisait. Parce que je lui ai aussi demandé, mais parfois il y a des films, vous n'étiez pas obligé quand même de... Enfin, on pouvait prévoir que le film serait vraiment Nasbrock, et il dit ouais, mais le metteur en scène était tellement agréable, tellement gentil, on avait un tel contact qu'il disait oui, en fait, un homme et rarement un film. Puis ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il y a les grands réalisateurs, les grandes musiques, les grands films, et puis pour lui aussi, le cinéma de genre ou des petites productions, c'était un terrain d'essai
pour essayer des choses, tenter des choses. Un laboratoire comme le Trio Infernal, par exemple, l'avait été en France. Il avait vraiment craqué pour Francis Giraud, qui en plus réalisait son premier film, un truc complètement fou, avec ses corps dissous dans les baignoires d'acide sulfurique, avec Michel Piccoli, Romy Schneider, etc. Et alors là, Georges Marly m'a dit que, en fait, l'idéal féminin d'Ennio Morricone, en dehors de sa femme, évidemment, c'était Romy Schneider. Et bon goût quand même. Hein. Et qu'il avait au départ accepté le film, Le Trio Infernal, par rapport à Romy Schneider, et parce qu'il avait fait La Khalifa juste avant avec un thème magnifique, et que on dit qu'il était fou d'amour pour Romy Schneider, et qu'il a accepté Le Trio Infernal en grande partie pour ça, où il y a déjà l'embryon du thème de la banquière, hein, déjà dans Le Trio Infernal. Et il y a eu une grande entente avec Francis Giraud, d'où après le fait que Giraud plus Romy Schneider, la banquière, il n'était pas question qu'il refuse de faire ce film. Donc ça aussi, c'était quand même un grand moment. Enfin, ça aurait été trop dommage qu'il n'y ait pas la musique de la banquière, comme Le Secret de Robert Enrico. Oui, il nous a vraiment gâtés, quoi. Enfin, il a gâté le cinéma français pendant 10 ans avec des partitions inoubliables. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué du tout et qui est important, mais que tu as un peu dit à travers l'importance de Melville. Quand on découvre ce film-là, et c'est pareil, je vous invite, si vous voulez prolonger le moment et voir le DVD Blu-ray qui est édité chez McMillan, dans l'interview et puis dans la préface aussi de Jean-Baptiste Thorey, c'est l'importance, évidemment, pour Philippe Labro, et tous, de l'Amérique. Dans ce film-là qui est très français, mais qui est l'adaptation d'un roman où c'est la même histoire, mais d'un tueur dans une petite ville de Californie, et donc tout est transposé. Et c'est vrai que on va peut-être revenir un petit peu aussi sur le profil et la carrière de Philippe Labro, qui est avant tout un journaliste, et qui se trouve être jeune journaliste au moment où Kennedy est assassiné. Et il est à Dallas. Il est envoyé par François pour couvrir les événements. Oui. Et il va aussi interviewer par exemple Jacques Ruby, qui est le tueur, après du tueur de Kennedy, donc le Harvey Oswald. Et c'est vrai que ce film-là, avec toutes ces scènes de tireurs qui surplombent une place, fusil à lunettes, tout le rapport à l'enquête, la police, Labro dit qu'en fait ça a été fondateur pour lui, cet événement, la mort de Kennedy, comment lui, journaliste, il a couvert l'événement à l'époque. Toute sa mythologie américaine est résumée dans ce deuxième film. D'ailleurs, il s'est octroyé un petit rôle à un moment donné, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, un plan en légère plongée, un journaliste qui est au téléphone, c'est Philippe. Mais vous avez vu, on voit les rotatives qui sont en train d'imprimer François, ce matin, je veux dire. La présence journalistique est extrêmement précise. Et puis, il y a aussi tout le côté cinéma américain. Le film, ça commence déjà par une citation de Raymond Chandler. Hein, vous avez vu le petit coup du sifflet. Hein, c'est évidemment Humphrey Bogart et Lorraine Bacall, si tu as besoin de moi, tu siffles le port de l'angoisse. C'est truffé de petites références comme ça à tout ce qui fait sa mythologie, son amour de l'Amérique à travers son métier et à travers ses goûts aussi. Mais le film est un petit peu américain, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Trintignant fait très flic américain aussi. Il a vraiment une espèce de neutralité, de dureté dans les regards, dans la gestuelle, dans tout ça. Je trouve qu'il ne fait pas flic français. Labro lui avait donné comme seule indication de penser Bogart. Bah oui. Voilà, c'est vrai que c'est un personnage qui est très... qui domine un peu, par rapport à ses interlocuteurs, autant son équipe que les gens ou même les fans qui va. Puis après, il y a un rapport en effet très homme-femme, très Bogart-Bacall. Dans les entretiens, à la fois dans les fans qu'il va interroger ou même ses conquêtes. Il y a quelque chose de très sexuel, ne serait-ce que dans les regards de Trintignant. Oui, absolument. Tout l'univers de Philippe Labro, et c'est quand même assez étonnant, dès un deuxième film, de voir quand même que la chose est assez maîtrisée. Hein.
il y a une espèce... Alors, en le revoyant aussi comme ça maintenant, on se dit, il y a le rythme et la lenteur des années 70, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu ça, c'est pas un clip d'1h30, au contraire, les plans sont longs, les travelling sont beaux, la lumière est magnifique en plus. Et j'ai envie de te couper, mais en même temps, j'ai envie de dire, comme chez Morricone, il y a des dissonances. Et dans ces moments presque très classiques, il y a aussi des mouvements de caméra. Bon, il y a cette scène où en effet il va traverser tout le port pour poursuivre le tueur. Même quand on pénètre avec lui dans le commissariat, il y a des mouvements pour être avec lui et suivre sa progression. Et puis cette scène d'interrogatoire à la fin entre ceux qui sont protégés, j'ai envie de dire. On pose la question à l'un, c'est l'autre qui répond, et ainsi de suite. Et un petit peu après, on s'appuie sur la musique de Morricone, uniquement, où on voit Audran, Crochet, Georges Segal, Sacha Distel. Et là, en fait, on a l'interrogatoire, mais c'est que la musique de Morricone qui soutient ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très classique et très novateur pour Philippe Labro. Oui, puis il y a une façon de fouiller vraiment la psychologie d'un flic, comme on en voyait peu dans le cinéma français à ce moment-là. Et d'ailleurs, j'avais demandé à Philippe Labro, je lui ai dit, parce qu'il y a quand même une question qui est posée à un moment donné, et la réponse n'est pas donnée dans le film. Il y a un des assistants de Trintignant qui lui demande pourquoi il se lave toujours les mains. Et on n'a pas la réponse. Alors je me suis dit, est-ce que c'est juste un effet de scénario? Donc je demande à Philippe Labro, je lui dis, mais c'est venu comme ça, cette manie de se laver les mains? Mais non, pour lui, pour ce flic-là, le fait de demander à aller se laver les mains, ça veut dire qu'il peut déjà entrer chez quelqu'un dans un endroit où on ne va pas spontanément, c'est-à-dire aux toilettes, dans la salle de bain. Et il me dit, souvenez-vous, regardez quand il va chez Laurent Tonelli et Jean-Pierre Mariel, il va dans la salle de bain, il se lave les mains, il tourne la tête et il voit la chambre. Vous ne pouvez pas dire, faites-moi visiter comme ça, c'est pas si simple. Là, je peux me laver les mains? Oui. C'est un petit truc pour pouvoir se faufiler partout. Et pour voir des... Donc vous voyez, c'était hyper travaillé psychologiquement. On est dans l'intimité, en fait. Lui, policier, il faut qu'il rentre dans l'intimité aussi des gens pour enquêter. Et puis après, c'est aussi tout l'héritage du cinéma classique américain, c'est-à-dire à la fois les films noirs comme les westerns. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages qui sont dans l'action et qui sont en train de faire quelque chose parce qu'ils parlent. Et notamment, moi, en revoyant le film, là, je me suis dit, tiens, cette scène où il se rase au milieu de son équipe, ça me renvoie à John Wayne dans sa prison, comment on dit, dans son bureau de shérif avec un Dean Martin. Oui, dans Rio Bravo. Et puis, alors, il y a quand même un truc aussi, parce qu'on parle du mythe américain de Philippe Labro, c'est quand même qu'il est très sous l'emprise, il le dit lui-même, sous l'emprise de Jean-Pierre Melville. Qui est vraiment son mentor depuis des années. Melville est le premier à avoir vu le film, il l'a aidé à construire son scénario également. L'Amérique et Melville, on sait tous que, enfin il suffisait de le voir avec le Stetson, les lunettes, les Ray-Ban, etc. C'est toute une mythologie, donc il est très influencé à ce moment-là, Philippe Labro, par Melville, donc forcément il y a quelque chose de cette influence qui continue, et d'ailleurs même dans sa direction d'acteur, Melville en faisait son fils spirituel, lui disait deviens pas trop ami avec tes comédiens, et Labro du coup faisait exprès de mettre de la distance avec Jean-Louis Trintignant de façon même maladroite. Il l'a regretté par la suite en disant j'étais complètement idiot parce que Melville est Melville, mais moi je suis moi et je me suis privé de grands moments. Il n'en a pas voulu puisqu'il a accepté de jouer dans La Crime, un petit rôle quelques années plus tard. Mais il y a vraiment cette fascination de l'Amérique qui vient de sa propre formation de journaliste et de l'énorme influence, bien sûr, de Jean-Pierre Melville, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant de cette anecdote, c'est quand même assez étonnant, puisque Labro me dit, moi je suis dans le domaine du cinéma, je suis né dans les mains de Jean-Pierre Melville, comme Jean-Pierre Melville est mort dans mes bras. Et en fait, j'ai découvert par lui, qui me l'a expliqué, que Melville est vraiment mort dans ses bras. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de dîner dans un restaurant près d'une grande gare parisienne. Je crois que c'est une
sorte d'AVC, hein. Il a fait enfin un truc assez foudroyant, une sorte d'AVC, je crois. Il est tombé dans son assiette et il est mort quasi instantanément dans les bras de Philippe Labro. Et évidemment, ça l'a marqué énormément, personnellement, psychologiquement et cinématographiquement. Donc c'est aussi pour ça qu'on a affaire à un film qui est quand même pas bavard, hein. Les plans longs comme chez Melville, peu de dialogue comme chez Melville, le vrai sens de l'image, peu de musique comme chez Melville, mais toujours au bon endroit, toujours la musique qu'il faut, là où il faut. Il n'y a pas d'erreur, hein. Dans l'ensemble, il n'y a pas d'erreur. Avec quand même aussi quelques bons mots de temps en temps dans les dialogues. Il a beaucoup écrit avec Claude Lanzmann. Jacques Lanzmann. C'est Jacques Lanzmann. Claude Lanzmann, c'est moins fun comme. Voilà, exactement. Pardon. Et c'est vrai que c'est un de ses collaborateurs récurrents dans sa filmographie, de même que le chef opérateur là, qui va faire ses films suivants, qui sera aussi le chef opérateur de Buffet Froid pour oublier. Et il y a toute une. C'est vrai que sa carrière, elle s'est arrêtée brutalement, c'est-à-dire qu'en 83-84, après La Crime et Droite et Gauche, après il s'est consacré uniquement à la radio. Il s'est beaucoup consacré à cette grande et belle maison que je connais bien depuis des années. Oui, c'est-à-dire que là, vraiment, le journalisme, quand il est vraiment devenu patron d'RTL, il a fallu, parce qu'un film, c'est quand même entre l'écriture, la réalisation, le montage, c'est presque un an de votre vie. C'est difficile de diriger la première radio de France et en même temps de faire du cinéma. Mais en même temps, lors de la dernière interview, je ne l'ai pas diffusé hier matin dans l'interview parce que c'était trop court, et je lui disais bon, Philippe, on ne vous reverra jamais plus sur un plateau. À partir de Rive droite, Rive gauche, jamais vous avez eu quand même l'envie de refaire un film. Il m'a dit, mais j'ai toujours eu cette envie et je l'ai encore. Je lui ai dit, mais un jour, quelqu'un vous amène un scénar indiscutable d'efficacité, et je crois que j'y retournerai encore. Il a envie, hein, le cinéma, c'est vraiment une partie très très importante de sa vie et une de ses fiertés. D'où, comme je vous le disais tout à l'heure, je peux vous dire que pendant que nous on regardait le film, lui il écoutait de la musique classique au Théâtre des Champs-Élysées, mais je suis sûr qu'il a pensé à nous tout le temps, parce qu'il était fier, vous n'imaginez pas, que son deuxième film, qui est un peu son vrai premier, hein, d'un certain côté, passe ce matin au Max Linder. Il a dit, c'est vraiment... qu'est-ce que ça tombe mal je sais que c'est une grande fierté pour lui. Et puis il racontait aussi qu'en fait, c'est marrant, parce que quand tu parles de son producteur Jacques Strauss, son premier film, Tout peut arriver, était sorti en même temps que Le Clan des Siciliens, qui vraiment attirait toute l'attention. Et en fait, bon, bah, voilà, son deuxième film, quelque part, avec le oui, c'est le boucle se boucle, hein, voilà, c'est ça. Quand même un petit peu. Ouais. Et après, c'est vrai que c'est un homme de médias, mais qui a continué aussi de beaucoup écrire, qui est un romancier qui a été adapté aussi souvent au cinéma. C'est-à-dire Philippe Labro, quand même, auteur de chansons, des tubes pour Johnny Hallyday, implacables, quoi, incontournables. Jane Birkin. Oui. C'était un grand copain de Serge Gainsbourg. Et comme un certain nombre d'artistes, Gainsbourg prenait plus de travaux qu'il n'avait le temps de le faire. Vers 1974 à peu près, Serge Gainsbourg doit faire un album pour Jane, pour la compagnie Philips. Et alors les musiques, ça il se les gardait, mais il n'était pas du tout dans la disposition d'esprit d'écrire les textes d'un album entier, d'autant qu'il était en train de préparer, Je t'aime moi non plus, son premier film produit par Jacques Strauss, qui lui a dit, voilà Serge, vous êtes fait pour faire du cinéma, pour diriger une caméra, je vous produis votre premier film, allez-y doucement, pas un truc trop empirique, mais donc vous voyez, hein, comme tout est lié finalement, hein, comme les réseaux sont liés les uns aux autres, et comme il savait que Philippe Labro avait fait quelques gros succès de disques avec Johnny Hallyday, notamment Poème sur la 7e, il y avait plein de chansons comme ça qui avaient cartonné à l'époque. Il a dit, mais Philippe, vous voulez pas écrire les textes de l'album et moi je fais les musiques. Et donc il a fait des jolies choses, hein, pour Jane Birkin, notamment Lolita Go Home, des choses comme ça.
c'est incroyable tout ce qu'il a pu faire également dans tous les domaines. Hein. Auteur, écrivain, parolier, journaliste, patron de presse, directeur de radio, cinéaste, scénariste. C'est assez homme de culture, mélomane. C'est admirable. Moi, j'ai adoré pendant toutes ces années RTL l'avoir comme patron, parce que souvent je montais dans son bureau, on allait prendre un café le matin, on discutait de cinéma, de musique, de choses comme ça, et puis après il redevenait le patron, et c'est grâce au cinéma que j'ai été engagé à RTL, c'est en l'interviewant pour parler de ces films pour un livre que je faisais à ce moment-là. Et c'est là où il s'est dit, mais le petit gars de France 3 qui a l'air bien lisse, bien coiffé, bien peigné, bien tout ça, mais il sait des choses. Et c'est comme ça que notre amitié est née, et c'est en partie pour ça qu'il m'a engagé à RTL, il y a quelques temps déjà. Je me demandais une chose, tout à l'heure tu parlais de Sergio Leone, et en effet, quelque chose d'un seul coup qui s'est arrêté, que Morricone a souvent raconté dans son interview, où d'un seul coup il a eu le sentiment de perdre son frère, son propre frère de cinéma. Après, il a beaucoup continué de travailler, il a trouvé quelqu'un d'autre, un autre double, plus jeune que lui, qui était en naturel. Et je voulais savoir si tu avais eu l'occasion de voir le documentaire qui était présenté à Venise cette année, que Tornatore a fait sur Morricone. Alors, pas encore. Mais c'est vrai qu'il y a une relation filiale entre eux. Il a trouvé quelqu'un qui aimait la musique autant... Alors, quelqu'un qui aimait autant la musique que Sergio Leone, mais surtout... parce que quand on rencontre Ennio Morricone, on a envie de lui faire parler de Sergio Leone, évidemment. Sauf que c'était hyper difficile, parce que comme dès que quelqu'un le voyait, la première chose qu'il lui disait, c'est « parlez-nous de Sergio Leone », il en avait un peu assez d'être, entre guillemets, réduit à ça. Comme s'il n'avait quasiment fait que ça. C'est pour ça que jusque-là, on n'a passé aucun Sergio Leone, et ça finira par arrêter. Il faudra quand même. Hein. Il était une fois en Amérique, ici, je viens, perso. Et donc, lui faire parler de Sergio Leone, c'était un petit peu compliqué. Et je m'étais dit, moi, pour mon documentaire, même si mon thème c'était la France, je voudrais bien qu'il me dise 2-3 trucs. Et je me suis dit que la meilleure façon, peut-être, de le faire en parler, c'était pas lui poser la question. C'était de tourner autour, comment vous travaillez avec les réalisateurs français, c'est comment par rapport aux réalisateurs italiens. Eh ben, ça a marché, ma petite tentative d'OPA, comme ça a marché, je ne lui ai pas posé la question, et il m'en a parlé tout seul. Et alors, il m'a dit un truc très intéressant. Il me dit, Sergio Leone ne connaissait rien à la musique. Alors, j'ai dit, ah bon? Parce que pourtant, il a l'air de l'aimer. Il dit, oui. Il l'aime beaucoup, il l'aimait beaucoup. Il n'y connaissait rien. Il s'en fichait un peu, sauf qu'il connaissait l'importance énorme de la valeur ajoutée que ça pouvait donner à son film. Et surtout, en revanche, il savait exactement quelle musique il fallait au moment où il le fallait. Et pour le reste, il me faisait confiance. Donc, en fait, il y avait une vraie complicité, mais à condition qu'on le laisse faire, qu'on lui donne les coups des franches, et qu'on ne soit pas derrière lui. Donc, il fallait vraiment tous les paramètres. Et c'est pour ça aussi, m'a-t-il dit, qu'il ne voulait pas travailler avec Tarantino au début, qui lui s'y était pas très bien pris psychologiquement, parce qu'il avait fait des tentatives d'approche, mais il voulait toujours lui coller une chanson de Nancy Sinatra, un instrumental de Georg Zenfir, et il disait, vous faites la musique originale, et puis moi je mets des trucs à moi. Et Morricone n'a jamais dit, non, si vous voulez Ennio Morricone, il n'y aura que moi. Et ça n'a marché que quand Tarantino lui a dit, voilà le film, c'est vous et c'est que vous. C'est la seule fois d'ailleurs dans Les 8 salopards où il n'y a pas une chanson de David Bowie ou comme dans Les Bastards voilà. Il a fini par comprendre que s'il voulait Morricone, il fallait que lui. Et là, ça a marché et ils se sont très bien entendus au final. Non, c'était pas un engin simple, Ennio Morricone quand même.
l'heure tourne. On va y avoir une séance, en ce moment il y a Matrix et West Story. Je voulais vraiment te remercier. J'étais hyper content d'apprendre de te voir enfin, parce que je t'entends depuis des années, et de se croiser, et d'apprendre plein de choses. C'était passionnant. Le prochain rendez-vous en février, alors ça serait pour la première fois une copie 35 mm. Je vais me bagarrer pour la voir, mais le film annoncé, c'est L'Exorciste 2 et l'Hérétique de John Borman, qui est une collaboration unique, comme plein d'autres réalisateurs, des fois pour plein de raisons, hein, pas forcément parce qu'ils se sont mal entendus, parce que ça s'est présenté comme ça. Et c'est Nicolas Boukrieff, réalisateur, qui est venu spontanément faire la directrice de Max Linder, parce qu'il avait envie de participer à cette petite séance événement dominical autour de Morricone. Mais t'es parti pour des années, là. C'est un compromis entre les copies, les invités, et puis que ça continue, et ça fait plaisir. En mars, ce sera Christian Carillon. Je vous annonçais donc 2 autres titres, je ne sais plus dans quel ordre, parce que ce sera White Dog de Samuel Fuller. Ah bah tiens, on en parlait, Dressé pour tuer. Voilà. Ah bah oui. Un film aussi unique en son genre. Ouais. Et Les Moissons du ciel de Terrence Malick. Et ce qu'on n'a pas encore arrêté, c'est le film de juin. Un bel monde. Oui, Sergio Leone. Peut-être il était une fois dans l'Ouest, on ne sait pas encore. On va discuter avec Claudine, la directrice du cinéma. On essaie de se faire plaisir avec un panorama qui est tellement large. Et puis aussi, il y a d'autres actualités qui se présentent. Je voulais rebondir sur un autre compositeur que j'aime beaucoup, qui est aussi cher à FTL et puis qui est cher à Stéphane Le Rouge, parce qu'en fait, il faut savoir une chose, quand Stéphane Le Rouge a proposé à Ennio Morricone de lui consacrer un coffret, alors pareil, ça fallait bien faire les choses, est-ce qu'il a bien mal pris, parce qu'il n'était pas le premier. Le premier coffret a été consacré à Michel Legrand, que moi j'aime beaucoup aussi. Et non, je voulais juste faire une petite annonce capitale. Il y a un film méga important dans toute l'histoire du cinéma qui vient de ressortir en salle, qui s'appelle Le Messager. C'est en salle depuis mercredi dernier, un film de Joseph Losey. Tout le monde connaît la musique sans le savoir. Tout le monde pense que c'est la musique de Faites entrer l'accusé, mais enfin c'est quand même la musique du Messager d'abord. Voilà, là, c'est comme la musique des dossiers d'écran qui était une musique de l'Armée des Ombres, quand on parle de Melville. Donc vraiment je vous invite, parce qu'il y a plein de salles parisiennes qui font un très très beau travail comme Max Linder, à aller au Champeau pour découvrir Le Messager. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain, pardon. Moi, je fais une petite publicité personnelle. Je travaille avec quelqu'un que j'aime beaucoup l'Amérique, qui s'appelle Jean-Baptiste Toret, qui s'occupe de cette collection Make My Day, et qui avait donc édité ce Mobile Apparent. Et on va sortir ensemble un film qui s'appelle Michael Cimino, un mirage américain. Voilà, ça sera à partir du 19 janvier, donc j'espère qu'on se croisera dans d'autres salles ou d'autres moments. Alors encore merci beaucoup à tous d'être là, puis j'espère qu'on fera un café la prochaine fois. Merci beaucoup de votre accueil, en tout cas. À bientôt.